10 ans. Une putain de décennie. En 10 ans, beaucoup de choses peuvent changer, évoluer, se contredire et s'effacer. À 15 ans, mes cheveux étaient blonds, je faisais 1m53 et j'étais au lycée. 10 ans plus tard, j'ai 25 ans, mes cheveux sont violets, j'ai une chaîne YouTube et je fais 1m54. Vous pouvez certainement en dire autant et Scott aussi peut certainement en dire plus. En 10 ans, il a accompli un nombre incroyable de choses, de bonnes comme de mauvaises. Il a été arrêté pour possession de cocaïne et violence sur la voie publique. Il a eu une enfant, il a arrêté la drogue, a sorti un court-métrage, il a joué dans une série qui a malheureusement été annulée, il a fait un album de punk, un autre de rock alternatif, un plus de DM, un rap et un avec des sonorités si étranges et hypnotisantes que c'est carrément indéfinissable. Il a repensé au Man on the Moon, il l'a rejeté, il a repris de la drogue, il a eu peur et il s'est inscrit en centre de désintox. Il a réussi à se soigner. En 10 ans, il a changé la vie de Travis Scott, de Kanye West, de Pharrell Williams, de Willow Smith, et il a collaboré avec tout cela. En 10 ans, il a été un wizard, un Cuddy indie, il a tiré à balles réelles vers le ciel et a tenté de tuer ses démons. En 10 ans, Scott est passé du fait de se consoler avec nous, le public, à celui d'échanger avec d'autres artistes, ceux mêmes qu'il aura influencés, pour finir son chemin en posant son destin entre les mains de Dieu. Une figure apaisante pour lui qui se sentait si damné. En 10 ans, il a fait The Scotts, Kitsy Ghost, et il a même prêté son casque de cosmonaute à Slim Shady, le temps d'un feat trop peu connu. Bref, en 10 ans, Scott a vécu une vie pleine, chargée de créativité et de nouveaux challenges. Si les Man on the Moon 1 et 2 sont ancrés dans le monde des rêves et des réalités parallèles, sa vie actuelle, grâce à lui et rien qu'à lui, est réellement devenue le rêve de nous tous. Et pourtant, malgré ces 10 ans, il y a une chose qui n'a pas changé et qui ne changera jamais. Malgré cette décennie, ses changements et ses évolutions, son désir ardent de sauver les gens n'a pas bougé. Son rêve d'adolescent d'être le héros de tous est resté intact. Si ces 10 ans ont marqué plusieurs changements radicaux dans sa vie d'homme et d'artiste, elles n'ont pas été suffisantes pour compléter cette volonté onirique qui l'a toujours animé. Si l'éclipse était solaire dans le dernier opus, les astres, en cette décennie, ont continué leur chemin et les voilà aujourd'hui alignés, dans l'ordre. Le soleil, la terre, Scott et la lune. La lune, prête à éclairer ce dernier combat face à la vie. En 2020, l'éclipse lunaire était belle, suprême et magnifique. Le soleil est derrière Scott, Scott est devant la lune. Enfin. Cette lune est étrangement rouge, orangée, que le soleil ne peut plus éclairer. Cette lune apaisante, une seconde, et puis menaçante la suivante. Aujourd'hui ressuscité, Scott la scrute, l'analyse, lui parle et essaie de la comprendre. Un blunt entre les mains et une taffe encore coincée dans la gorge, il admire autant qu'elle le fait briller. Et le soir du 11 décembre 2020, un sourire se dessinera sur ses lèvres. La détermination se lira sur son regard. Le 11 décembre 2020, après 10 ans de dur labeur, Scott est enfin au bout du chemin pour incarner le Man on the Moon. As he falls back deeper into a state. The Return. Dr. Cheese, baby. Scott dira en interview pour Apple Music en 2020 que si ces mixtapes publiés au début de la décennie devaient être vus comme des courts-métrages amateurs, la trilogie Man on the Moon est censée véritablement être vue comme un film à grand budget. Et il ne faillit pas la règle des trilogies, en démarrant ce troisième opus par une période extrêmement sombre et triste pour mieux nous amener vers une résolution joviale, élévatrice. Dans l'intro Beautiful Trip, qui en passant est la chanson la plus courte restée le plus longtemps dans les charts de l'histoire de la musique, on entendra le piano très caractéristique de la menace de Rager, déjà présente dans l'opus 2. Alors en seulement 3 notes, les frissons surviennent pour nous les auditeurs, car c'est le moment où on se rend compte qu'on se retrouve 10 ans après, exactement au même moment où s'était quitté dans le deuxième Man on the Moon. Rager est toujours l'hôte principal de Scott. La personnalité dominante et diabolique qui le maîtrise et contrôle ses moindres faits et gestes, pendant que la vraie personnalité de Scott est au fond du trou, dans les ténèbres de son âme, meurtri, abattu et blessé, autant physiquement que psychologiquement. Et le titre qui suit cette introduction ne nous aidera pas à nous rassurer, rien qu'avec son nom, Tequila Shot. De la même manière que dans le Man on the Moon 1, Kid Cudi nous introduit ce nouvel univers par la narration omnisciente présentant le conte. Mais cette fois, c'est pas Common.
ni Scott. Mais c'est bien Rager qui s'adresse directement à nous. Sans nous prévenir, il nous fait plonger brutalement dans le désastre de la vie de Scott, en nous parlant d'états alternatifs encore plus profonds et dangereux qu'auparavant. Mais ce deeper state peut aussi être interprété d'une manière plus optimiste. Rager, en substance, pensant contrôler Scott, le fait rentrer dans des trips encore plus ravageurs, certes. Mais Scott, coincé dans ses propres limbes, peut aussi être en train de rentrer dans un état de méditation et d'introspection encore plus abyssal. Ce double combat simultané entre le bien et le mal, qui font rage à l'intérieur de Scott, peut facilement être vu par la double interprétation des paroles de tout l'acte 1 et 2. Car si en substance les paroles nous content l'histoire d'un Scott plus défoncé, déchiré et méprisant que jamais, certains indices uniquement destinés aux fans de sa musique seront cachés, faisant à chaque fois référence aux albums passés de Scott. Cette espèce de split screen Rager/Scott est encore plus visible dans ce refrain. Dès le début du refrain, Scott, essayant de se faire pardonner par les autres et par lui-même, explique qu'il est prêt, mais qu'il ne se sent pas encore capable de gagner la guerre. Mais dans la deuxième partie, le Can't Stop devient This Fight, transformant alors la phrase en « Cette fois, je suis prêt pour le combat, pour cette guerre en moi ». A noter aussi que la manière dont Scott chante This Fight ressemble énormément au mot Despite, c'est-à-dire malgré cette guerre en moi. Si dans le Man on the Moon 2 et le titre This Worries, Rager gagnait 2-1 face à Scott, ici, Scott inverse totalement la tendance. Dès le deuxième couplet, Scott, encore en plein état méditatif, se met à grandir énormément et à pardonner à certains de ses démons. Si dans le Man on the Moon 1, le démon était la nuit et le Man on the Moon 2, c'était la solitude, ici ces deux facteurs sont devenus des alliés pour lui, des choses qu'il aime dans sa personnalité, mais surtout qui lui permettent, maintenant qu'il les a acceptés et qu'il a appris à vivre avec, des outils indispensables pour sa créativité. Mais malheureusement, on n'est qu'au premier acte de l'album, qu'au préambule de son ascension vers la lune, la vraie cette fois. Le chemin paraît encore si long, si dur et éprouvant, et Rager est toujours là en face, toujours aussi menaçant, enragé et destructeur. Et alors qu'on entend l'appel de son démon interne, autant quitte que nous demandons si un jour il arrivera à s'en débarrasser pour de bon. Et manifestement, pour l'instant, la réponse est non. J'espère ne rien vous spoiler de l'album, mais sachez que Rager sera présent quasiment à 100% dans les 6 prochains titres de l'album, ce qui est une notion qui m'a légèrement brisé le cœur dès la première écoute, pensant comme Scott qu'il ne partira jamais, et que le Man on the Moon 3 sera semblable à un Star Wars 3, se finissant sur le pire scénario qu'il soit où la part sombre dévorera entièrement l'humain en souffrance derrière. La présence considérable de Rager dans l'esprit et le corps de Scott est distinguée par son flow, plus rapide, beaucoup plus dans le cliché du rappeur, baigné d'autotune autant que de phrases déconstruites, moins complexe et plus unique qu'il scande agressivement. Mais l'indice numéro 1 restera dans le fond de son discours. En effet, pendant ces 6 titres, ce ne sera qu'une bataille d'ego trip, de démonstration de high life digne des plus grands rappeurs des années 2000, où les vices se mélangent par le sexe, la drogue, l'alcool et les soirées interminables. Bien que les couplets de Another Day, c'est-à-dire Un jour comme les autres, soient plus une démonstration de ce taré de Rager très porté sur les soirées, la drogue, les filles, etc., à ma première écoute en décembre dernier de ce titre, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils et de pleurer un petit peu en entendant ce refrain, parce que c'était un des trucs les plus tristes que j'avais jamais entendu de la part de Cudi. Même si je me doutais qu'il nous réservait plus loin dans l'album un meilleur ending, et peut-être même un happy ending, j'aurais pas pu me douter qu'il régresse à ce point dans son état mental au début de l'album. Entendre le fait que même 10 ans après, plusieurs albums, un reborn et une rehab après, il considère et nous prévient que pas grand chose n'a changé chez lui. C'était littéralement un crève-cœur pour moi. Mais en fait, je m'étais fait avoir, exactement comme Scott s'est fait avoir, et peut-être certains d'entre vous aussi. Car celui qui chante là, c'est Rager. Celui qui me brise le cœur, c'est Rager. Et si par le passé Cudi n'avait jamais vraiment osé mettre Rager autant dans la confrontation avec ses auditeurs, dans cet opus-là, il va pas hésiter une seule seconde. Dans Man on the Moon 2, Rager parle seulement à Scott. Mais dans Man on the Moon 3, il faudra se préparer à ce que Rager tente de nous posséder nous aussi, raison pour laquelle Scott, du fin fond des limbes, nous prévient de cette menace qui pèse sur nous aussi. Alors c'est à nous tous de nous préparer au combat,
de communiquer ensemble et de nous protéger entre fans et Scott pour trouver la meilleure stratégie pour virer ce psychopathe et sociopathe de Rager. Comme un message que les fans doivent décoder pour rentrer dans son armée spirituelle, Scott, au tout début du morceau suivant, She Knows This, viendra sampler une scène de film très importante pour la suite de l'histoire. Scott! Let it go. Don't give him the satisfaction. What if I want the satisfaction? Scott Pilgrim! Hey! Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, cette scène est tirée du film iconique Scott Pilgrim vs. The World, référence déjà évoquée dans le premier titre de Man on the Moon 2. Ici, la scène correspond au moment où Scott, le héros principal, se décide définitivement à se battre contre l'ex redoutable de sa bien-aimée, alors que son ami lui interdit de le faire. You want to fight me for her? Was that not clear? Was that not clear? I don't know. Now, why on earth would you want to do that? Because I'm in love with her. Scott earned the power of love. Avec cette scène, vous l'aurez compris, les deux chansons qui suivent, She Knows This et Dive, seront des chansons d'amour. Enfin, d'amour toujours compté par Rager, donc un amour très charnel, alcoolisé et désincarné. Mais à l'intérieur, toujours dans cette idée de split screen simultané, Scott parlera d'amour aussi, et cette fois d'un amour plus pur, l'amour qu'il a pour sa compagne, pour ses fans, pour ceux qui se battront main dans la main avec lui, mais aussi, le plus important, l'amour qu'il se porte à lui-même. Cet amour encore trop fait pour devenir une arme pacifiste pour évincer Rager aura néanmoins l'effet d'une bombe dans l'esprit de Scott, qui progressivement, lentement, difficilement, se lèvera pour escalader les cercles de ses propres enfers. Dans les morceaux qui suivent, Damaged et Heaven and Hell, Rager menace toujours sérieusement la vie d'un Scott armé mais affaibli à l'intérieur. Ce qui est notamment bien illustré dans le clip de Heaven and Hell, où Rager forcera Scott à se noyer dans sa propre piscine pour lui permettre de prendre définitivement sa place. Mais laissez-moi vous rappeler que cet acte 2 est nommé The Rager, The Menace. Rien de nouveau depuis Man on the Moon 2, où dès que Cody ou Rager lui-même parlait en son nom, le qualificatif menace suivait toujours. Mais dans l'acte précédent, on a vu à la fois cette notion d'amour propre et d'estime de soi qui devient comme une Excalibur pour Scott. You want to fight me for her? No. I want to fight you for me. Scott earned the power of self-respect. Mais aussi ce concept imagé de split screen entre les deux identités. Alors dans ce sens-là, la menace ne correspond plus à Rager, mais bien à Scott, qui est en train de se frayer un chemin parmi les ogres, parmi les dragons et les sirènes, pour atteindre Rager et se débarrasser définitivement de lui. Pour Rager, cette phrase évoque le trip de drogue auprès d'une femme, autant que sa solitude volontaire. Mais pour Scott, ce trip, c'est littéralement son voyage vers la lune. Ici, Rager parle des haters et de son succès, pendant que Scott, justement, va parler de Rager et des autres personnalités qui se battaient en lui pendant le Man on the Moon 2. Alors que Scott gravit les échelons vers sa libération mentale, l'amour-propre n'est plus suffisant pour le faire monter, et il en appellera à l'être suprême, Dieu, celui qui est tout en haut, pour l'aider dans cette escalade sinueuse. Cette élévation littéralement spirituelle lui permet dans Heaven and Hell, le titre qui suit, de se conforter encore plus dans le fait que, possiblement, il pourra gagner le combat. Car maintenant, il n'est plus juste cet homme faible et imparfait. Il est aujourd'hui accompagné de ses fans, de son entourage, de son amour, mais aussi de Dieu. Mais je vous rappelle qu'au cinéma, le concept du split screen, c'est deux destins, de chaque côté, en simultané, qui sont censés se retrouver et se confronter au bout d'un moment. Si Scott nous a fait du bien et plaisir en s'armant pour le combat le plus important de sa vie, Rager va en faire de même. Look, show up, back out, pull up. Show Out, en compagnie de Pop Smoke et Skepta, sera le son le plus belliqueux de la discographie de Cudi, autant dans ses sonorités, les flows, les voix, que dans les paroles. Alors que Scott n'est pas du tout connu pour être affilié à un quelconque gang, dans ce titre, Rager est le chef d'un clan,
un dealer de drogue et quasiment un assassin. Rager est on fire, et il n'a jamais été aussi dangereux dans tout le conte. Si par le passé il ne menaçait que la vie et la santé mentale de Scott, là il est totalement passé aux autres. Tout le monde est en danger. Les fans, la famille, les copines. Enragé encore plus que d'habitude par l'élévation spirituelle de Scott, il le force brutalement à redescendre, à perdre ses espoirs en assurant sa suprématie sur son corps et son esprit. Celui qui gère, c'est Rager. Et si Scott n'est pas d'accord, alors ce sera au prix de la vie de ceux qu'il aime. À nouveau retombé plus bas que terre, alors que la guerre fait rage en haut, Scott, dévasté, retourne dans cet état profond de dépression, de désespoir, de solitude, et nous offre par la même occasion une suite parfaite au titre iconique de Solo Dolo. Alors ce morceau, Solo Dolo Part 3, c'est exactement ce que j'attendais d'un Man on the Moon 3. Je le trouve incroyable et surtout impressionnant d'évolution et d'élévation spirituelle en fait. Parce que dans les deux autres parties de Solo Dolo, on avait vraiment l'impression en tant qu'auditeur d'être un peu un voyeur. Tu sentais vraiment que Scott les avait écrits avant tout pour lui-même et qu'il nous les avait partagés, mais t'avais l'impression de rentrer vraiment dans sa tête. Alors que ça ici, on sent qu'on est dans l'histoire, qu'on fait partie de l'équation et que il nous parle que c'est véritablement un conte ouvert et qu'en nous parlant évidemment il va nous donner des leçons que lui a apprises par le passé et par ses tragédies, donc peut-être certainement pour nous éviter nous de vivre ces tragédies, mais il va aussi en même temps nous demander vraiment du soutien, de l'empathie. Et c'est exactement ça ce que j'entends par élévation spirituelle, c'est le fait d'allier le bien entre guillemets avec le mal entre guillemets aussi, c'est pas des notions absolues du tout, de nous mettre dans l'équation parce que là enfin il se rend compte qu'il est le Man on the Moon, qu'il est le mec qui a la distance, une telle distance que il voit les choses depuis la lune et que tout ce qu'il a vécu ça sert pas à rien et qu'il essaie de mâcher le travail, notre travail de notre vie en nous faisant ses albums. Et bien que certainement je vais me faire démonétiser pour ça, il faut à tout prix que je vous laisse le couplet 2 entier avec les paroles et sans analyse de cette chanson parce que je trouve que c'est vraiment la démonstration d'un Man on the Moon 3. Et c'est juste absolument incroyable et je sais qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec l'anglais, qui ont la flemme d'aller sur des sites et tout. Donc je veux vraiment vous montrer le talent de Scott Mescudi dans ce morceau-là et surtout dans le couplet 2 de ce morceau-là. He's calling me. Someone's gone while I blow up steam. And it's just the same. Oh, look at that, only you to blame. It's like I'm swimming towards another bonafide life. It's like a fairy tale, one more. But inside I'm vexed, just to question why. Lord, it showed me that I'm tested and I'm gonna fly. I ain't sleeping, no, that's not for me. Be here you are, don't be nothing less, please. Hear me, Lord, don't ever leave, see. I'm a man in the night, in these dark streets. Something else, how it felt. Take a drink, I live in excess, nothing left. Every minute slipping away, this is hell. They were warning him, thinking he'd be cool as a fool. Scott est bel et bien l'élu. À ce moment touché par une grâce divine, en pleine acceptation de soi, de son meilleur et de son pire, il fait enfin face à Rager au bord de sa conscience. Dans le titre qui suit et qui a introduit l'acte 3 de l'album, Scott est dans un état presque bipolaire, alors qu'il s'apprête aussi à accepter la présence de Rager en lui. Ce magnifique morceau est partagé entre l'euphorie et la dépression, mais toujours relié par cette notion de chemin, où le mot driving est plus présent que jamais. Parce qu'il faut se souvenir que dans le Man on the Moon 1, Scott était coincé dans son sommeil, en pleine crise de panique nocturne, totalement paralysé, et que dans le Man on the Moon 2, il était symboliquement coincé en lui-même, dans ses addictions et ses pulsions négatives. Et le secret était là depuis le début.
Évoluer, ça veut pas forcément dire changer radicalement. Évoluer, c'est accepter, aller de l'avant, bouger. Vivre, c'est profiter, mais aussi accepter un destin pas toujours brillant ou socialement convenable. Vivre, c'est évidemment montrer la part scottienne en lui, celle qui est créative, philanthrope et talentueuse. Mais vivre, c'est aussi accepter cette part sombre, ce rager qui va le pousser dans des extrêmes incroyables et qu'il se doit d'apprendre à gérer plutôt que de rejeter. Et bientôt dans le refrain, le passé s'alliera au futur. Les projets découleront des échecs qui ne seront plus des obstacles mais de véritables leçons pour qu'il devienne enfin son propre homme. Yeah, baby, see I'm back in my zone. Just what I need, mama. And I've been in hell the same mode. On a mission and I'm gonna buy this for the sad people who keep the good burning. And we are on a journey. Et c'est pour cette raison que Scott, après avoir accepté le rager en lui, celui qui le pousse vers la drogue, les femmes et l'alcool, se doit d'accepter aussi le loner stoner en lui, d'accepter le lonely wolf et tous les autres. Mais avant tout ça, il se doit d'accepter ce qui a commencé toute la tragédie de sa vie. Il se doit d'accepter la mort de son père, quand il avait 11 ans, cette même mort qui l'a condamné aux terreurs nocturnes. Mais au-delà de retourner de manière mature et spirituelle vers le passé, ce qu'on entend parfaitement bien avec des thématiques et sonorités très Man on the Moon 1 du titre Elsie's Baby Boy, Scott ira aussi voir les choses sous un autre prisme. Si son enfance était envahie de l'incompréhension de la mort de son père, aujourd'hui, lui-même papa d'une enfant, il revoit ce qu'il n'a jamais vu jusqu'ici pleinement. Le combat entier de sa plus grande idole, sa mère, et surtout, sa victoire. Mais un autre élément est très important dans ce titre, et il surviendra au tout début, avec le sample d'une scène magnifique du film Stand By Me, sorti en 1986. I'm never gonna get out of this town, am I, Gory? You can do anything you want, man. Yeah. Sure. Cuddy admettra qu'il s'agissait de son film préféré quand il était enfant, et que cette scène en particulier le faisait toujours pleurer des larmes de crocodile, en plus de lui avoir donné ce rêve, aujourd'hui accompli, d'être un acteur. Mais ce qui est primordial dans cette scène, ce sera aussi ce que diront ses deux enfants. Quand l'un dit qu'il ne sortira jamais de cette ville, qu'il est piégé ici, l'autre lui répondra tout naturellement et sincèrement qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut. C'est comme si Cuddy, dans cette introspection qui l'a poussé à revoir le passé avec un autre prisme, un prisme plus mature, se rendra enfin compte de la teneur de ses phrases et de l'identification qu'il a avec ses personnages. Rager lui a dit qu'il était coincé dans ce destin damné, et lui-même, Scott, va se persuader qu'il est assez fort pour s'en sortir, et qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Mais l'identification de Scott ne s'arrêtera pas qu'au personnage, mais aussi directement au destin des acteurs de la scène, tous deux représentant l'ambivalence terrible, mais finalement très humaine et naturelle, de l'entité Scott/Mr. Rager. Dans cette scène joueront à la fois l'acteur Will Wheaton, qui continuera tranquillement sa carrière au cinéma pendant quelques temps avec Star Trek et la série Big Bang Theory, mais il y a aussi River Phoenix, le grand frère prodige de Joaquin Phoenix. River n'aura pas du tout la même chance que Will dans sa vie, puisqu'il tombera très jeune, à cause de son succès sur le grand écran, dans une dépression affreuse, le poussant à se détruire, aussi par la drogue. Un soir, alors qu'il allait voir Johnny Depp et Flea des Red Hot Chili Peppers donner un concert dans leur propre boîte de nuit, John Frusciante lui donnera une dose de Valium, couplée à des méthamphétamines de 8 fois la dose mortelle. Le 31 octobre 1993, River Phoenix mourra d'un arrêt cardiaque, dû à une overdose, à seulement 23 ans. River, c'est Rager, et Will, c'est le Kid. He was so bored in the winter. So bored in the winter. He was so bored in the winter. Such a little sad boy, little sad boy, little sad boy, else's baby boy. La narration est de retour dans ce titre, maintenant qu'il est capable de recul sur sa propre vie. Son point de vue est omniscient, comme celui de Common dans le Man on the Moon 1. C'est plus je, mais c'est il. Il accepte totalement son passé, il digère totalement ses troubles, et surtout, il prend des leçons. La raison pour laquelle il va parler autant de l'hiver et de l'ennui, c'est parce que à Cleveland, là où il a été élevé, il y a des saisons très marquées. D'un été très chaud et amusant, on passe très vite à un hiver très rude et éprouvant. Et tous ces détails, cet environnement, cette météo, l'ambivalence de sa mère qui trime et de son père décédé, en allant même jusqu'aux acteurs de son film préféré, vont faire rendre compte à Scott qu'il a comme été destiné, lui-même, à être touché par cette forme d'ambivalence, de bipolarité dans sa vie. Mais en plus d'accepter ça, repenser à sa mère va lui rappeler à quel point l'amour est important. Si Rager en parlait à sa manière, c'est-à-dire très trivial dans She Knows This et Dive, là c'est Scott, l'élu, le chosen, qui utilisera ce thème
pour nous ouvrir son cœur, toujours dans ce chemin vers l'acceptation, dans September 16. Life goes by. Search for your love wherever it be. Life goes by. I need your love all over me. Alors en soi, le 16 septembre était la date d'anniversaire de la petite amie de Scott pendant la production de l'album. Donc cette chanson est certainement directement reliée à elle. Mais en soi, et peut-être inconsciemment, il l'a écrit d'un point de vue très général, qui rentre dans la suite logique de l'album. Il doit apprendre à s'accepter, à se sauver lui-même, car seul lui en est capable. Mais ça ne l'empêche pas de chercher de l'amour, quel qu'il soit, charnel, passionnel, familial, amical, pour justement être entouré de gens qui sauront l'écouter, le soutenir et lui montrer toutes les qualités dont il regorge et qu'il ne voit peut-être pas. À ce moment, Scott s'est accepté lui-même, a accepté son passé et son présent, après avoir été touché par la grâce d'un savoir universel et divin. Et alors que la lune flamboie devant lui, semblable au soleil qui brûle dans son dos, Scott s'envole. Il s'envole enfin vers son destin, notre destin à tous. Scott Mescudi, Kid Cudi, le man, s'envole tout droit vers la lune. Na, 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 I will fall in the void, just to avoid anything that can bring me down or fuck with my door. Fall in the void, fall in the void. L'élévation spirituelle est complète. Il est Neo dans Matrix, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, Katniss dans Hunger Games et Luke Skywalker dans Star Wars. La part sombre est totalement engloutie. Le combat est mené avec lui en tête. Il est tout cela à la fois. Rager, Scott, le man, la moon, Cudi et l'élu, engagés dans ce voyage astral complet. This is the real, this is how I roll. Tell my friends and folks that I'm on a ride, don't know when I'm coming home. Things might change, but I'm cool with it. Flying higher than I've ever been. I see the world just as it is. Please hear me. No, 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 I cannot wait as we climb. I'm so ready. Et dans ce chemin vers sa destinée, qui a été vraiment durement acquise, il va prendre le temps de remercier ses idoles, qui vont être sa mère, évidemment, comme depuis Man on the Moon 1, mais aussi Dieu, parce que l'élévation spirituelle, et pour lui, ça va passer par le biais de la religion aussi. Mais il va aussi, et surtout, prendre le temps de nous faire le cadeau, le plus beau cadeau, je pense, de la Terre. Ça va être de nous offrir la Lune elle-même, c'est-à-dire de nous remercier, nous, auditeurs, fans, tout ce que vous voulez, tous les titres que vous pouvez nous donner, d'avoir été là depuis le début, de l'avoir soutenu, de l'avoir écouté, de l'avoir compris. Et dès la première écoute, ce moment-là, il me défonce la gueule. Thank you for listening. Thank you for never leaving me. And it's gonna be okay. It's gonna be okay. I promise you. I promise you. Ça y est, Scott, Rager, le Kid, l'élu, le man, tout ça est enfin sur la lune. Et franchement, rien que de vous dire ça, des mois après la sortie de l'album, je pourrais encore en chialer. Comme dans tous les plus grands films, on est enfin arrivé au meilleur climax de son histoire et de notre propre histoire. Ce pied sur la lune, c'est un petit pas pour Cudi, mais un grand pas pour l'humanité entière, pour ces kids que nous sommes et qui seront dans le futur, ceux qui vont nous suivre. Pour la première fois dans ce conte, Kid nous parle de s'aimer,
de s'estimer, le tout avec une rage empruntée à Rager lui-même. Mais cette fois une rage de vivre, la rage d'être heureux et accompli. As I stare at Scott, I know he's all I got. The past don't matter, babe. I'm much stronger and fight much farther. So overseas. Et si jusqu'ici on a pu entendre un bon nombre d'ego trips dans cet album, toujours de la part d'un Rager ultra vicieux et trivial, on passe au plus positif, encourageant et grisant des réalisations de soi dans ce titre. Kid est sur la putain de lune et il nous voit, il se voit. Il voit sa mère, ses frères, sa sœur, ses amis, ses maîtresses, son futur, son passé, son présent. Il est enfin cet être plein, cet être suprême, quasiment divin. Le pouvoir de la résurrection, de l'acceptation de soi et du bonheur remplit ses veines, comme la meilleure et la plus inoffensive des drogues. Le trip est total. Il se métamorphose. Sa couche humaine se détache à moitié pour n'être plus qu'une boule de pouvoir. En apesanteur, le demi-dieu qu'est devenu Cudi n'a plus qu'une seule chose à faire pour clôturer son histoire et son album. En profiter et nous en faire profiter. Look what I have created! I have made fire! I have made fire! Le Kid est passionné de cinéma, et il le montre bien. Après avoir samplé des scènes de Scott Pilgrim et de Stand By Me, on passe à la scène mythique de Seul au monde, qui, vous vous en doutez, ne sera pas anodine du tout. Seul au monde, c'est l'histoire de cet homme qui a chaviré sur une île déserte et qui y restera coincé, de retour à la vie sauvage avec pour seul ami un ballon nommé Wilson. Bien que ce film nous montre très clairement la condition humaine dans laquelle nous sommes tous coincés, c'est-à-dire la solitude, dont personne ne pourra jamais se défaire, comme si on était tous sur notre propre île déserte, comme que dit sur sa lune, il ne manque pas malgré tout de nous faire profiter de ce moment de grâce, de ce moment que vous venez de voir, où Chuck réussit enfin à faire du feu, ce qui va à la fois lui permettre de survivre, mais aussi lui donner une chance en plus d'être retrouvé par une tierce personne. Ce moment, c'est l'euphorie dans la tragédie. Mais c'est aussi le turning point de l'acceptation d'une situation qui paraît dure, mais pas insurmontable. Le destin de Chuck, dans Seul au monde, est en parallèle précisément avec celui de Scott. Dans cet acte 5, nommé Powers, c'est Scott qui trouve du feu sur la lune, le feu de la joie, de l'euphorie et de la délivrance. Ce feu qu'il se doit maintenant de partager à nous tous. En conclusion de l'album par l'acte 5, tout va se passer et s'enchaîner très rapidement. Dans Pale Moonlight, Scott va partir à nouveau sur un délicieux ego trip, alors qu'il est en train, actuellement, de coloniser la Lune, d'asseoir sa suprématie sur l'astre et de préparer ses pouvoirs pour la suite. Dans Lord I Know, conclusion de l'album, il prendra aussi le temps de faire un petit check adieu, duquel il est si près, autant par le pouvoir que par l'espace, qu'il le considère limite comme un ami. Dans Rockstar Night, avec Trippie Redd, Scott va faire comme une pendaison de crémaillère et va kiffer sa vie sur ce satellite qui commence peu à peu à reprendre ses couleurs naturelles. Et maintenant qu'il est bien installé sur l'astre, qu'il a fait son petit high five divin, qu'il a fait ses petits tressoirs, le Kid doit enfin se remonter les manches pour faire ce qu'il nous a toujours promis. Maintenant qu'il s'est sauvé, littéralement et figurativement lui-même, il doit à ce jour nous sauver aussi. Alors dans le titre For the Kids, il fera rayonner son pouvoir sur la Terre pour toucher pour la 3e fois en 11 ans tous les enfants du monde. Si dans Revovef, il désirait construire une armée pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour combattre Mr. Rager, là, il a enfin construit son armée pacifiste, cette armée progressiste, désireuse de s'accepter et d'accepter les autres, une armée bienveillante, à l'écoute et dans le soutien, une armée qui assume autant ses faiblesses que le pouvoir dont elle recèle, une armée d'une génération à jamais changée par les simples mots d'un héros sur la lune. This is just the right vibe. Turn it loud if you need to. Stars in the sky, they will light their way through.
De 2009 à 2020, Kid Cudi a passé sa vie entière à construire ce conte qu'est le Man on the Moon. Un conte enfantin, adolescent et finalement adulte. Un conte pour tous ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui sont prêts à entendre des vérités dures. Un conte pour ceux qui veulent aussi atteindre la lune, mais pas que dans leurs rêves. Les Man on the Moon sont aujourd'hui achevés. L'histoire a un point final, mais pas l'œuvre de Scott Mescudi. Comme sa petite fille nous dira, dans cet ASMR à très haut volume, à la fin de Lord Dino, l'histoire continue. En 2022, on aura bientôt l'arrivée du projet Intergalactic, en collaboration avec Netflix. On va avoir de la musique, des images, des clips, des lives, des robes, des cardigans, des colliers, et surtout, le plus beau des sourires qui peupleront nos écrans, et ce, pour l'éternité. Kid Cudi m'a sauvé la vie. Kid Cudi vous a certainement sauvé la vie. Pourquoi on s'accorde tous là-dessus ? Parce qu'en fait, à un temps moderne où le monde est virtuel, où tout va très vite et où l'intolérance fait rage, Kid Cudi nous a demandé un peu de se recentrer sur nous-mêmes. Cudi nous a expliqué que c'est normal de prendre du temps, d'être lent pour apprendre à se connaître et à s'accepter. Il nous a expliqué que malgré le nombre d'amis, de followers, de likes, de fame, de projecteurs qu'on peut avoir, ça veut pas forcément dire qu'on est entouré, qu'on est accompagné et qu'on n'est pas seul. Mais Cudi nous a aussi appris que la solitude, que le fait d'avoir la tête dans les étoiles et le nez en l'air, c'était pas du tout un défaut, au contraire. Et il nous a appris tout ça parce que lui-même est passé par tout ça en 11 ans de sa vie. Il l'a appris pour nous, en fait. Il a dû passer par des terreurs nocturnes, celles qu'il faisait déjà voler hors de son corps, comme une projection astrale, plus proche de l'espace. Mais il s'est rendu compte que quand il se focalisait sur ce démon au bout de son lit, fallait en fait voir que il volait déjà, qu'il était déjà quasiment sur la Lune. Après le traumatisme de ce démon, qui prenait de plus en plus de place en lui en se nourrissant de sa noirceur, il s'est lui-même piégé dans la destruction, jusqu'à en toucher les étoiles une nuit, quand il a fait son overdose de cocaïne. Alors que pareil, à ce moment-là, il volait déjà. Il était en pleine introspection, en pleine méditation. Il touchait déjà les étoiles. Mais le vertige l'a empêché de les voir. Aujourd'hui, Scott, c'est Scott. Mais c'est aussi Mr. Rager, l'Honor Stoner, The Heart of the Lion, le Wizard, tous les autres. Scott, c'est cet humain, parfaitement imparfait. Cet homme qui galère et qui s'en est jamais caché. Cet homme qui a malheureusement trop vite voulu aider les autres. Ce qui l'a mené à toujours s'oublier lui-même dans le processus, à toujours voir le pire, quand le meilleur se cachait là, derrière, à briller calmement, à l'attendre. Et finalement, l'intérêt du Man on the Moon, ça n'a jamais été de mettre un pied sur la Lune, parce que c'est pas le mot Moon qui compte. Il a jamais compté. La Lune, c'est qu'une image, une allégorie, une interprétation. Non, ce qui compte, c'est le mot Man. Le Man on the Moon, pour Cudi et pour nous, c'est juste cette personne qui aspire à être sa meilleure version d'elle-même. Même si c'est pas classe, même si c'est pas stylé, tendance, même si ça peut le rendre lunaire, parfois bipolaire, presque dangereux. Scott a toujours voulu nous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Mais aujourd'hui, il nous montre comment faire. Et comment bien faire. Parce que être dans son monde, la tête dans la lune, les yeux tournés vers le ciel, des étoiles plein les yeux, c'est normal et c'est bien. Et ça peut te rendre heureux aussi. Évidemment qu'il faut s'armer et qu'il y aura des obstacles. Mais de ces obstacles, on peut en créer une armure, une combinaison. Celle qui va nous permettre d'être notre propre Man on the Moon. Le héros ou l'héroïne de nos propres contes, le sauveur de nos propres drames, et le Cudi de nos propres vies. Alors oui, Kid Cudi m'a sauvé la vie. Le Man on the Moon, c'est presque un ami. Et merci à Scott Mescudi. Voilà, on en a terminé avec cette trilogie qui est, je l'avoue, très 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 importante pour moi et j'imagine pour pas mal d'entre vous. Ça sert à rien de rajouter des trucs que j'ai certainement déjà dit dans 3 vidéos, je sais même pas combien de temps elles durent encore, mais 3 longues vidéos à mon avis. Mais oui, Man on the Moon, toute cette trilogie a absolument changé ma vie, a certainement absolument changé la vôtre. Et le pire, c'est que je sais qu'elle va changer la vie d'autres gens, des générations qui suivent. Kid Cudi a fait ce miracle artistique qu'est d'avoir une empreinte intemporelle sur la destinée de plein de gens, de plein d'humains. Peut-être même des martiens ou je sais pas, des gens qui habitent sur la Lune, je ne sais pas. J'aimerais beaucoup que ces albums finissent dans la sonde Voyager 1 de la NASA, parce que les Beatles et tout, c'est trop bien, hein, mais
faut mettre Man on the Moon aussi. Pour être tout à fait honnête avec vous, et je pense que vous l'avez peut-être même senti dans cette vidéo, Man on the Moon 3 personnellement m'avait un petit peu déçu. Et même dans le cadre de l'analyse et tout, quand j'ai réfléchi, tout ça, je trouve qu'il y a des fautes, en tout cas de ma vision à moi de ce conte-là. Il apporte pas la conclusion que j'avais certainement en tête. Pour moi, il y a beaucoup trop de parties où il va régresser dans cet aspect Mr. Rager qu'il a possédé, etc. Il y a beaucoup trop de chansons sur Mr. Rager, alors que il est censé un petit peu montrer cette élévation, ce changement, cette maturité, le passage à l'âge adulte. Mais je comprends, hein, honnêtement je comprends, et puis il fait littéralement ce qu'il veut. Et au-delà du conte et de la mythologie du Man on the Moon, moi ce qui m'avait déçu aussi beaucoup à l'écoute de cet album, et pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà parce que j'en avais fait un truc sur Insta, c'est que pour moi il a pas fait de la musique Kid Cudi, il a fait de la trap même Travis Scott. Et je comprends, dans les interviews, il a déjà expliqué plusieurs fois que Travis Scott, avec qui il avait déjà travaillé pour The Scotts, qui aussi fait partie de ces jeunes qu'il a sauvés. Travis Scott ne niera jamais l'influence de Kid Cudi dans sa carrière et dans sa vie. Il lui a conseillé de faire de la trap, il lui a conseillé de rapper plus pour justement parler à ces nouveaux kids, pas nous les kids, mais les kids plutôt de cette génération-là. Et c'est vrai que c'est un parti pris, et c'est vrai qu'il a raison, que c'était un bon conseil, mais du coup moi je fais moins partie de ces influences-là, je suis moins trap. Et pour moi, Kid Cudi n'a jamais suivi une tendance, il a toujours fait des sons à la Kid Cudi. En 2009, il a sorti des orchestres avec un narrateur, Common en narrateur. En 2010, il a sorti Mr. Rager, un album ultra sombre, etc. Alors que c'était vraiment pas du tout le temps de ce genre de thématique. Pas du tout comme aujourd'hui, parce qu'il influence tellement qu'aujourd'hui, oui, c'est totalement le thème de toutes les chansons qu'on entend. Mais en soi, je m'en fous. Parce que en fait, moi j'ai déjà eu mon Man on the Moon 3 en 2016 avec l'album qui s'appelle Passion, Pain and Demon Slaying. Je sais pas s'il y a une grosse communauté de gens qui apprécient cet album, mais personnellement pour moi c'est le chef-d'œuvre de Kid Cudi. Pour moi c'est vraiment son meilleur album, le truc le plus parfait qu'il ait pu faire de sa vie entière jusqu'ici. Intergalactic est pas encore sorti, donc peut-être qu'il va être remplacé. Mais pour moi, Passion, Pain and Demon Slaying, autant dans ses sonorités que dans ses paroles, que dans la mythologie de l'album et même la pochette d'album, va être un Man on the Moon 3, peut-être inconscient, ou peut-être que ça va être un chemin vers ce dernier vrai officiel Man on the Moon 3. Mais pour moi, tout y est. Même ce qui s'est passé dans sa vie avant, pendant, après, c'est-à-dire le centre de désintox dans lequel il s'est inscrit lui-même, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et c'est pour ça que je vous fais la fin de cette trilogie avec le Man on the Moon 3, mais que dans l'année, ou peut-être l'année prochaine, parce que je vous avoue, Kid Cudi, j'aurais jamais cru que ça allait arriver dans ma vie, mais là, j'en ai un peu marre là, de Kid Cudi. Je vais vous sortir un jour une analyse de Passion, Pain and Demon Slaying, avec l'angle de pourquoi je le vois comme un Man on the Moon 3, pour essayer peut-être de vous expliquer une nouvelle manière d'interpréter cet album, et peut-être même de vous le faire aimer si vous êtes passé à côté, parce que vraiment pour moi c'est un album que j'écoute facile une fois par semaine depuis 2016, donc vraiment je le connais par cœur quoi. Donc voilà, vous l'aurez compris, on n'en a pas du tout fini avec Kid Cudi sur cette chaîne, on n'en finira jamais même, je pense. Parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et Kid Cudi c'est mon dieu, donc voilà. Donc je suis très heureuse d'avoir enfin sorti ça. C'est un concept que j'aimerais faire idéalement tous les ans, ce concept de trilogie, ou en tout cas de suivre plein d'opus comme ça d'un même artiste. Il y en a plein. Et vraiment d'essayer de vous raconter les contes, les mythes autour, et tout le travail artistique et des sonorités, les images et tout qu'il y a derrière. Je pense que ça peut vraiment être cool. Idéalement, j'aimerais vous sortir ça toujours à la rentrée, en m'organisant mieux, parce que là on a bien dépassé la rentrée. Je suis désolée pour tout le retard que j'ai pris. Je pense que vous comprenez mieux pourquoi, mais en fait je me suis fait surprendre. Je savais pas que j'allais faire tout ça. C'était pas du tout prévu que je fasse des animations et tout, mais je me suis dit franchement, je peux pas rendre un truc où je pourrais me considérer un minimum fière, assez fière pour vous le publier, pour vous le partager, si je mets pas ces putains d'images qui m'habitent depuis des années. Donc voilà, on a commencé avec celle-ci en espérant que les autres soient encore plus jolies et encore mieux faites, et que tout soit de mieux en mieux. Mais j'espère qu'en attendant, ça vous satisfait. Moi c'est le cas.
Je suis contente de ce que je vous sors et c'est pour ça que, en redevance, entre guillemets, bah n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum. Je répète, encore, une dernière fois, faut que ça finisse sous les yeux de Kid Cudi. Je sais pas comment, mais faut qu'on fasse un truc comme ça, faut vraiment qu'on fasse une propagande. Je veux qu'on finisse en tété sur Twitter, même si j'utilise pas Twitter, et que ça finisse sous les yeux de Scott, les yeux maquillés avec ses cheveux verts là, et ses jupes et ses robes. Ouh, mais je veux que ça finisse sous ses yeux. Et juste pour essayer de lui montrer à quel point il peut changer la vie des gens et que son travail, bah, ça incite aussi les autres gens à faire du travail, à s'exprimer dans sa passion. Et je pense que c'est un peu son but, donc si ça peut finir sous ses yeux, ce serait très fort. Donc voilà, abonnement, like, partage, commentaire, tout ça, ça aide énormément à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour votre attention, considération. Merci à tous pour vos efforts, vous de votre côté, pour essayer de faire en sorte que la chaîne marche. Je vous vois, je vous remercie. Donc voilà. Et évidemment, pour terminer, encore une fois, désolée je me répète, mais c'est vrai que c'est important aussi, le Tipeee et l'Utip, si vous pouvez vous le permettre surtout, vous pouvez faire des dons ponctuels, vous pouvez faire des dons mensuels, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est là, si vous voulez avoir aussi une redevance ou un partage financier par rapport à cette trilogie, bah c'est là, je vous mets les liens en description. C'est aussi sur mon Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y mettrai certainement quelques animations ou quelques contenus un peu inédits parce que du coup il y a plein de trucs que j'ai virés ou que j'ai changés et tout, donc si ça vous intéresse, je pense que je vais vous mettre des trucs comme ça. Et puis on se retrouve très très vite pour parler de musique, vu que maintenant on a fini de parler de Man on the Moon. C'est un peu triste, mais enfin on finira jamais d'en parler, mais les grosses analyses sont faites, et puis on peut analyser la suite, parce que je pense qu'il y aura une suite fabuleuse à tout ça. On va reparler de Scott, on va reparler certainement du Man on the Moon, mais surtout on va reparler de musique. I'm not perfect. I'm human. I've always felt alone on this planet. Thought I didn't have any guidance in the world. That pushed me to always reach beyond what I knew. Go further than what anyone could have imagined. And even though I've gotten this far, I never knew what was truly driving me here. But now I do. It's me. All versions of who I've been. Who I am.